évidemment préciser que ce n'est pas vraiment notre ouvrage qu'on présente, évidemment, c'est celui de Raoul Connell, qui est pas d'ailleurs une traduction littérale de Masculinities, qui est l'un des ouvrages importants de Connell, mais une anthologie d'un certain nombre de textes qui, pour une part, sont repris de Masculinities, et pour d'autres, sont des articles qu'on a repris d'autres domaines, mais on en parlera un peu plus en détail. Par ailleurs, signaler donc, en propos très introductifs, que Raoul Connell est une auteure très importante, une sociologue australienne, très importante dans le développement des recherches sur les hommes et les masculinités, recherches qu'on qualifie parfois un peu rapidement de men's studies, et on reviendra aussi sur ces questions, mais des questions disciplinaires, comme ça, qu'il faudra préciser. Alors d'abord, quelques mots très généraux sur l'ouvrage qu'on a traduit ici. Donc il est composé à la fois de 4 chapitres de l'ouvrage Masculinities qui a été publié en 1995 par Connell, qui a été ensuite republié plusieurs fois, en tout cas, voilà, et de 3 articles traduits de l'anglais, tous 3 consacrés à une thématique qui est très importante dans l'œuvre de Connell, qui est la question de la santé, et notamment des enjeux de genre en sociologie de la santé. Alors par ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de présenter l'auteur, puis l'ouvrage de cet auteur, il faut évidemment continuer les remerciements, et notamment ceux qui vont aux traducteurs et traductrices de cet ouvrage, puisqu'évidemment, quand on réalise une traduction, c'est vers eux qu'on se tourne d'abord. Donc la traduction, c'est une traduction à plusieurs mains, qui a été réalisée par Florian Boros, Maxime Servul, Claire Richard, Clémence Garot et Marion Duval. Donc une traduction, vous voyez, avec un nombre de traducteurs assez important. Certains de ces traducteurs et traductrices sont spécialistes de la thématique, donc des masculinités. C'est le cas notamment donc, de Florian Boros et Maxime Servul. D'autres sont moins directement associés à ces thématiques-là, mais ont accepté de participer à ce projet, notamment Clémence Garot et Marion Duval, qui sont également éditrices aux éditions Amsterdam, donc les éditrices de l'ouvrage, et Claire Richard, qui est plus spécifiquement spécialiste des questions de santé. Donc de notre côté, Myriam Agege et moi-même, on a lissé la traduction, on l'a coordonnée, on a aussi réalisé un travail sur le parcours de Connell, sur son travail, pour voir un petit peu, essayer de retracer la genèse de cet ouvrage, sachant, et j'en parlerai aussi un petit peu, qu'on a assez peu d'éléments, notamment des éléments biographiques sur Raoul Connell, et aussi des éléments de genèse de Masculinities. Et donc on a essayé de faire un petit peu ce travail pour retracer les origines de cet ouvrage, les origines de cette thématique aussi dans la pensée de Raoul Connell. Pour terminer sur les remerciements, il faut également citer Éric Fassin, qui a postfacé l'ouvrage, et bien sûr les instances qui ont rendu matériellement possible l'ouvrage, donc les éditeurs d'abord, les éditions Amsterdam, le Centre national du livre qui a cofinancé la traduction, et l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, donc l'IRIS, qui est notre laboratoire de recherche qui a aussi cofinancé cette traduction. Alors maintenant, donc, on va passer au contenu de cet ouvrage et ce qu'on peut en dire de notre place à nous, c'est-à-dire la place de chercheurs qui ont décidé d'introduire dans l'espace francophone un ouvrage qui est d'un côté assez bien connu des gens qui travaillent sur, évidemment, ces questions, les masculinités, et en même temps assez peu connu parmi l'ensemble des personnes qui, d'une manière générale, travaillent sur le genre. Ce n'est pas forcément une référence extrêmement courante, même si ça le devient de plus en plus, mais c'est un ouvrage qui n'était pas forcément une référence incontournable pour quiconque travaille sur les études de genre dans l'espace francophone aujourd'hui. Donc on va d'abord dire quelques mots de l'auteur, de son apport à l'étude des masculinités, donc en essayant de donner une place assez importante au texte lui-même, parce que c'est très difficile pour nous ce travail d'introduction, comme ça, de présentation très générale de l'ouvrage, sans donner la parole directement à l'auteur et à ce que dit l'ouvrage. Donc on va essayer de citer un certain nombre d'extraits, même si ça peut paraître un peu long, ça, mais je pense que c'est bien de le faire dans le cadre d'une présentation générale comme ça. Et ensuite, donc, Myriam s'arrêtera plus spécifiquement sur l'exemple de la santé, et donc reviendra sur le choix qu'on a fait de traduire plus spécifiquement des articles que Connell a consacrés à la santé, qui sont des articles pour certains assez anciens, pour d'autres un peu plus récents, mais qui ont une cohérence et qui nous semblait en tout cas important d'importer. Alors d'abord,
et je l'ai déjà dit, présenter Raoul Connell n'est pas forcément quelque chose d'assez évident, puisque c'est pas une auteure sur laquelle on a énormément d'éléments biographiques. Donc elle-même en a donné quelques-uns. Elle a un blog, par exemple, qui est très construit et très bien construit, mais qui en fait revient essentiellement sur son travail, sur son œuvre, et assez peu sur des éléments de biographie plus personnels. Par ailleurs, elle s'exprime assez peu sur son parcours, sur ses proximités scientifiques, ou encore sur son histoire personnelle, à l'exception d'un certain nombre d'éléments qui ont été publiés ici ou là, et que nous, on a essayé de recomposer. Des éléments notamment à travers quelques entretiens qu'elle a réalisés, notamment un entretien avec Nicole Wedgwood, une de ses collègues, qui est assez intéressant pour revenir sur son travail. Par ailleurs, on a aussi nous réalisé un entretien avec Connell, eu pas mal d'échanges ensuite par mail, etc. Et donc on a quelques éléments comme ça qu'on a essayé de retracer pour faire cette introduction. Donc Connell, elle a construit l'ensemble de sa carrière universitaire en Australie en suivant un parcours finalement assez linéaire. Elle a été l'une des plus jeunes chercheuses à obtenir une chaire académique en Australie, qu'elle vient de quitter d'ailleurs en 2014. Sur d'autres éléments de biographie qui sont évidemment liés, mais pas directement, elle fait souvent part de son engagement politique assez important dans la New Left des années 60. Ou encore aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs à travers, par exemple, son blog, qui est une sorte d'endroit où elle publie un certain nombre de choses qui ne sont pas directement des écrits universitaires, un engagement, par exemple, contre les transformations managériales de l'université. Donc elle traite d'un certain nombre de choses qui ne sont pas directement liées à ses objets de recherche, mais sur lesquelles elle a un engagement. Aussi, des choses qu'elle a pas mal évoquées avec nous, des enjeux qui là sont liés d'une certaine manière à sa recherche, sur les questions d'open access et de publication du savoir, conditions de publication du savoir, et qui sont liées là plutôt à ses travaux en études postcoloniales sur la circulation des savoirs et sur la manière dont on peut lutter contre une certaine hégémonie des universités du Nord et des universitaires du Nord par extension. Donc on sait par Nicole Wedgwood qu'elle fut l'une des premières universitaires à proposer un cours sur le genre en Australie en 1975 à Adélaïde. Et on sait également, et là c'est plutôt du côté de sa biographie plus intime, elle l'évoque parfois de manière assez sporadique et toujours pour le relier à un discours très académique. Elle évoque sa transition, ce que ça a pu impliquer sur sa recherche, sur la manière de conceptualiser ses objets. Voici ce qu'elle expliquait par exemple à Nicole Wedgwood dans son entretien. Je cite Connell. Personnellement, je ne me suis jamais senti très à l'aise avec les masculinités conventionnelles. Je me suis toujours fortement identifiée aux femmes, qui est une manière pour elle, en tout cas, d'expliquer son rattachement à cette thématique à un moment donné de sa carrière. Et lorsqu'on lui reproche, et c'est un reproche sur lequel on reviendra aussi, de ne pas suffisamment clarifier la distinction qui a été faite ensuite dans les Men Studies entre masculinité et sexe masculin, donc elle répond ceci, toujours à Nicole Wedgwood. La manière dont les problématiques de genre ont joué dans mon expérience a éloigné toute tentation d'adopter une position essentialiste qui assimilerait les hommes à la masculinité. Donc on voit simplement des éléments comme ça de biographie qui viennent rencontrer un certain nombre de thématiques qu'elle a ensuite abordées. Par ailleurs, donc la posture biographique de Connell, et ça elle nous l'a expliqué en entretien, donc en 2013, puisqu'on a fait cet entretien en 2013 à l'occasion d'un colloque qui était organisé à Paris par Florian Voros, Gianfranco Rabuccini et Mélanie Gourarier. Elle nous a expliqué à ce moment-là que le fait qu'elle ne s'exprime pas très souvent sur son parcours, sur ce genre de choses, était pour elle un choix également politique, un choix de ne pas s'imposer comme une référence incontournable. Ces travaux récents, pour ceux qui les connaissent, notamment Skeleton Theory, reviennent sur un certain nombre de choses, et notamment sur l'invisibilisation des intellectuels du Sud et l'hégémonie de ceux du Nord. Et pour Connell, il paraît très clair que de sa posture à elle, donc d'intellectuel du Nord, il est plutôt préférable de ne pas trop s'imposer comme une référence. En tout cas, elle cherche à l'éviter, par un travail... on pourrait dire, on l'a dit dans l'introduction, on a appelé ça une sorte de pudeur biographique, ou en tout cas une volonté de ne pas trop s'exposer comme un chercheur qui aurait importé une thématique, qui aurait mis en place une thématique. Alors maintenant, après ces quelques mots
très rapide sur l'auteur, venons-en donc à l'ouvrage, à notamment celui qui constitue la plus grande partie de notre traduction, donc Masculinities, qui a été publié pour la première fois en 1995, mais qui en fait renvoie à des recherches bien antérieures dans la carrière de Connell. Donc la réflexion de Connell sur les masculinités, elle commence quelques années plus tôt, bien plus tôt d'ailleurs, de 95, elle commence dans les années 70, dans le cadre de recherches collectives que Connell a menées avec deux de ses collègues, Tim Carrigan et John Lee. Donc Robert Howard Connell, qui à cette époque s'appelle Robert Connell, enseigne déjà à l'université en Australie. Et avec ses collègues, Lee et Carrigan, elle écrit un article très important en 1975, où donc ces auteurs expliquent un certain nombre de choses, et notamment des éléments très importants du point de vue de l'épistémologie de leur travail, et de la manière dont ils pensent le concept de genre. Ils expliquent qu'ils s'inscrivent dans une conception relationnelle du genre, où masculin et féminin vont être pensés dans leur dynamique propre et dans leurs interactions. Autrement dit, dans ce que l'on fait, dans la manière dont on agit, on exprime le masculin en fonction ou en relation avec ce qui est admis par ailleurs comme étant féminin, ou en fonction d'un certain nombre d'attentes du masculin et du féminin. Ce à quoi ils s'opposent très clairement, c'est à une sociologie qui est, du point de vue épistémologique, dominante à cette époque-là, qui est la sociologie des rôles de sexe, qui est donc à la fin des années 80 vraiment le cadre de pensée dominant, et dont les bases épistémologiques, selon ces auteurs, sont faussées par une vision essentialiste des rôles masculins et féminins, ainsi que par une indifférence aux contextes sociaux singuliers dans lesquels ces rôles vont être ensuite incarnés par les individus. Et d'ailleurs, c'est déjà dans ces travaux-là, on voit apparaître le concept d'incarnation, d'embodiment, qui sera central dans les travaux de Howard Connell. Carrigan, Connell et Lee insistent également sur les conditions politiques dans lesquelles un tel projet doit émerger, donc un projet d'étude des masculinités, et sur la nécessité d'une convergence pluridisciplinaire et politique entre sciences sociales, féminisme, mouvement de libération gay, ou encore d'autres franges du mouvement social, notamment les mouvements environnementalistes ou le socialisme. C'est très important ça, et je vais y venir un peu plus tard, mais notamment vis-à-vis du danger qui est celui d'une étude des masculinités, qui est celui d'une récupération masculiniste ou d'une récupération qui n'aurait pas forcément les mêmes objectifs. Et dès le départ de leur projet, ils ont cette exigence de voir cette étude des masculinités converger avec d'autres domaines des mouvements sociaux, précisément pour éviter un certain nombre de difficultés dans l'interprétation. Donc c'est là sûrement un des traits fondamentaux de leur projet d'étude des masculinités, donc un projet qui ne peut ignorer d'autres enjeux tels que les rapports de classe, qui sont très importants dans les premiers travaux de Howard Connell, le féminisme ou les autres mouvements sociaux. D'ailleurs, il convient de signaler qu'avant de s'intéresser aux masculinités, donc Connell travaillait essentiellement sur les rapports de classe, et notamment sur la jeunesse, les classes populaires ou les inégalités sociales face à l'éducation. Au départ, Connell est plutôt finalement une sociologue de l'éducation, avant de travailler sur d'autres objets. Donc elle dira par exemple à Nicole Wedgwood, je cite Connell, « La manière dont j'ai travaillé sur le genre a été structurée par la manière dont j'ai travaillé sur la classe. Ainsi, je voyais le genre comme une structure ou un système d'inégalité sociale, avec sa propre logique et ses propres complexités internes. Mais je n'ai jamais adhéré à la vision selon laquelle on pourrait se contenter de transcrire l'étude des classes sociales dans celle du genre, en considérant le genre comme une classe de sexe et en traduisant Marx en termes de genre. » Vous voyez un petit peu comment elle fixe le cadre de ce débat. Donc cette réflexion de Connell, elle permet de rappeler un élément très important des études sur les masculinités, c'est qu'à aucun moment elles ont été pensées, en tout cas par leurs concepteurs et par Connell en particulier, comme une enclave théorique ou un domaine de recherche qui serait autosuffisant et autonome. Et qui considérerait par exemple que le masculin ou les hommes seraient un objet d'étude en soi pertinent, suffisant. Il s'agit bien plutôt d'une investigation théorique et empirique des masculinités au sein des rapports de genre, et donc on est bien dans le cadre des études de genre, au sein des rapports de genre tels qu'ils sont construits, et plus généralement dans la mesure où ils sont liés à des inégalités structurelles, donc économiques, politiques, culturelles, etc. Donc, encore une fois, là c'est pour anticiper sur ce qu'on dira ensuite, notamment des possibles dérives masculinistes quand on s'empare de cette recherche-là, c'est que dès le départ, la recherche sur les masculinités est pensée au sein des études de genre et pas vraiment comme un domaine à part entière qui devrait éventuellement se distinguer des études de genre et du féminisme, voire s'y opposer. Évidemment, ce n'est pas le cas chez Connell.
Donc quand on évoque l'ouvrage de 95, Masculinities, on est évidemment bien obligé d'évoquer l'un des concepts qui a été ensuite le plus important, en tout cas sûrement le plus repris des travaux de Raoul Connell, qui est le concept de masculinité hégémonique. Alors, c'est un concept qui est déjà présent dans des travaux antérieurs de Raoul Connell, mais sous une forme au départ un petit peu balbutiante, où elle l'utilise d'une manière assez diverse. Et elle va le formaliser donc, dans Masculinities en distinguant plusieurs formes de masculinité, dont la masculinité hégémonique, qui est celle dont on parle souvent. Mais donc Connell va proposer de distinguer plusieurs formes de masculinité, 4 au total. Donc l'une d'entre elles est la masculinité hégémonique, que Connell va définir comme, je cite, une configuration située des pratiques de genre, qui vise à assurer la perpétuation du patriarcat et la domination des hommes sur les femmes. Donc la masculinité hégémonique est une position hégémonique à un moment donné dans les rapports de pouvoir, mais toujours, et c'est extrêmement important dans le travail de Connell, toujours sujette à transformation. Donc elle écrit notamment, je cite encore Connell dans Masculinities, la masculinité hégémonique n'est pas un type de personnalité figé et invariant, mais la masculinité qui est en position hégémonique dans une structure donnée de rapport de genre, une position toujours sujette à contestation. Donc c'est évidemment très important parce que ça veut dire par exemple qu'on ne peut pas définir une personne comme étant un représentant universel ou intemporel de la masculinité hégémonique. On peut à un moment donné incarner une masculinité hégémonique et en même temps cette position-là, elle n'est pas éternelle. Et notamment, ça fait partie des chapitres qu'on n'a pas traduits, mais dans l'un des chapitres de Masculinities, Connell prend l'exemple qui je trouvais assez évocateur des ingénieurs de certains domaines technologiques qui, à un moment donné, en avançant en âge, en avançant dans leur profession, vont être détrônés par notamment l'arrivée d'autres technologies et qui, à un moment donné, par leur puissance financière, par leur statut d'ingénieur, vont incarner une masculinité hégémonique et qui, à un moment donné, vont se retrouver subordonnés à d'autres, d'un point de vue de génération, mais d'un point de vue technologique aussi, à d'autres personnes et ne seront plus dans cette position hégémonique. Ils seront en position déclassée en termes un peu sociologiques. Alors voici par exemple le type de description que Connell propose pour illustrer, décrire quelque part ce qu'est la masculinité hégémonique, encore une fois, à un moment donné, dans un contexte donné. Donc on est dans le contexte australien des années 90. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que c'est intéressant de citer un petit peu le texte pour rendre les choses plus concrètes. Donc Hill a enquêté de Raoul Connell, il lui décrit son enfance, son adolescence, et voici donc comment elle rend compte de sa trajectoire, en tout cas de ce qu'elle interprète de cette trajectoire. Le corps des hommes doit être soumis à une discipline hétérosexuelle. Cela implique aussi bien le corps des autres que son propre corps. Hill a un ami, Gary, qui est un peu comme un frère. Donc là, elle cite son enquêté. On a tout fait ensemble. On est passé derrière les barreaux, on s'est fait tabasser, on a fait la bringue ensemble. Lors d'une dispute alcoolisée qui a éclaté un soir, après qu'Hill a insulté une ex-petite amie de Gary, ce dernier a failli tuer Hill avec un fusil de calibre 22, où il se retrouve dans la police de la sexualité masculine. Là, elle cite encore. Avec les gays, j'ai du mal, dit Hill en entretien. À l'époque, moi, Gary et quelques autres mecs, on allait casser du PD du côté de King's Cross, donc à côté du quartier gay de Sydney. Et sur ce front, Hill s'est retrouvé dans une situation délicate lorsque son frère aîné s'est retrouvé PD. Avec son sens de l'humour aiguisé, Hill reconnaît le talent avec lequel son frère parvient à affronter un environnement homophobe. Désolé, l'extrait est un peu long. Tous ses potes sont bourges et branchés, c'est des tarlouses. Ils redescendent de temps en temps pour nous rendre visite à moi et à ma mère. Et tous mes potes sont là. Eux, ils sont comme moi. Ils se s'emballent quand ils sont là, chez ma mère. Moi, je me s'emballe quand je suis chez lui, mais il fait avec, il s'en sort bien. Il essaye de jouer un peu sur les deux tableaux. Quand mes potes ne sont pas là, il redevient normal. Quand les mecs viennent à la maison, ils ne se montrent pas aussi mauvais qu'ils ne l'est vraiment, juste pour qu'ils nous foutent la paix. Qu'ils lui foutent la paix, qu'ils ne lui fassent pas d'histoire, à lui, à moi ou à ma mère. Et donc là, c'est Connell qui parle. Le frère a grandi dans le même environnement violent qu'Hill, mais il est devenu plus grand et plus fort. Il me remet en place quand je le fais chier. Si je l'emmerde, bam. Hill a donc arrêté ses virées à King's Cross. Et donc là, elle cite Hill. Tant qu'Hill, donc les gays ne s'approchent pas de moi, ils font ce qu'ils veulent. Tout ce qui m'importe, c'est qu'ils ne croisent pas mon chemin. Donc voilà, simplement un type de trajectoire, un type d'entretien que Connell utilise pour illustrer la masculinité hégémonique, encore une fois, dans un contexte donné. Et donc cette forme de masculinité décrite par Connell sous les traits de
le voit là dans cet extrait, de l'homophobie, du sexisme ou d'autres caractéristiques comme ça qui sont associées habituellement à la masculinité hégémonique. Donc cette forme de masculinité n'épuise pas le répertoire des masculinités disponibles, c'est-à-dire le répertoire des masculinités qui, à un moment donné, dans un contexte donné, sont susceptibles d'être incarnées par des individus. Il y a d'autres modalités d'expression de la masculinité, telles que, et ça c'est la typologie donc, que Connell propose, la masculinité complice. Complice, ça veut dire que les individus légitiment la masculinité hégémonique, mais sans nécessairement en avoir le bénéfice. Ça va être, par exemple, des individus qui seraient, à la fois qui auraient des traits, par exemple, de sexisme, d'homophobie, etc., mais qui seraient en position sociale très déclassée et qui, du coup, n'ont pas les bénéfices habituellement liés à la masculinité hégémonique. La masculinité subordonnée également, c'est les homosexuels, par exemple, culturellement exclus de la masculinité hégémonique en tant que figure repoussoire de l'hétérosexualité. Ou encore, dernière forme qu'elle identifie, la masculinité marginalisée, c'est-à-dire placée sous l'emprise ou la dépendance de la masculinité hégémonique. C'est notamment les masculinités des hommes précaires. Alors, comme il s'agit de configuration de pratique et non d'identité figée, ces modalités de la masculinité sont soumises au changement et à l'histoire. Elles peuvent se reconfigurer. Ainsi, donc, des groupes d'hommes qu'on va identifier dans un contexte donné, à un moment donné, à l'hégémonie, pourront apparaître comme subordonnés ou marginalisés dans un autre contexte ou à un autre moment. Et donc la domination masculine, en tant que structure sociale, par ailleurs, n'en sera pas forcément modifiée. Mais on a, à l'intérieur des modalités de masculinité possibles, des circulations possibles. Alors cette typologie proposée par Connell dans Masculinities en 1995, elle va être très influente dans le domaine des men studies. Elle est encore aujourd'hui très utilisée par un certain nombre de recherches qui s'en inspirent. Mais au-delà de ça, au-delà de l'usage spécifique du concept, par exemple, de masculinité hégémonique, ce qui est important, c'est que cette typologie des masculinités, elle a fixé une base de discussion. C'est-à-dire que c'est un point de discussion commun à l'ensemble des personnes qui travaillent sur les masculinités. Et après, évidemment, certains s'en saisissent, d'autres s'en éloignent, etc. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est qu'à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on a décidé de traduire masculinité et pas d'autres ouvrages qui pourraient être tout aussi pertinents d'ailleurs à traduire, parce qu'avec masculinité, on a une sorte de base de discussion commune. Et si on veut importer dans le domaine francophone les études sur les masculinités, à mon avis, il faut commencer par là. Donc au fil de la réception de l'ouvrage dans le milieu académique, des chercheurs, chercheuses ont approfondi un certain nombre de dimensions ébauchées de la masculinité, notamment cette typologie des masculinités, mais aussi ont apporté un certain nombre de critiques à Connell, et notamment la critique à laquelle je faisais référence au début de cette introduction, la critique d'un manque de clarté dans la distinction entre sexe masculin et masculinité. Et on a notamment donc, les travaux de Jack Judith Halberstam, qui a critiqué Connell de ce point de vue-là, et qui a essayé de développer un programme de recherche au sein des masculinités, qui a pour finalité de théoriser les masculinités sans les hommes, à partir donc d'une étude de ce qu'elle nomme female masculinities, donc les masculinités au féminin. Halberstam a reproché aux recherches sur les masculinités de s'être focalisé sur les masculinités dominantes, pour le dire un peu vite, celles des hommes blancs hétérosexuels, alors que pour elle, la perspective d'un ébranlement de l'ordre de genre et donc de l'hégémonie doit passer par une étude des masculinités comme, par exemple, des performances réalisées par des femmes. C'est un des éléments qu'on doit prendre en compte si on veut vraiment étudier les masculinités. Et ces performances, ce sera par exemple celle des lesbian butch ou des tomboys, que Halberstam va essayer d'étudier et de mettre en lumière pour montrer le caractère construit et précaire de la masculinité hégémonique. Et de ce point de vue-là, Halberstam se situe de manière beaucoup plus marquée du côté de Butler, par exemple, que de Connell. Alors pour Connell, le projet général de l'étude des masculinités, il doit avoir pour finalité première non pas d'apporter de nouveaux éléments aux théories du genre, mais de transformer les pratiques de genre. Et je pense que c'est un élément très important sur lequel il faut revenir, et là ça renvoie vraiment à la conception que Connell se fait de la recherche, parce que parmi les critiques aussi que je n'ai pas évoquées, mais une des critiques c'est de dire que Connell n'est pas forcément une théoricienne
aussi brillante qu'on pourrait l'attendre, notamment dans l'étude des masculinités, et que certaines choses restent en suspens. Bon, il y a ce lien entre sexe masculin et masculinité, il y a un certain nombre de choses qui sont critiquées, mais je pense que si on revient un petit peu sur le parcours de Connell, sur les recherches qu'elle a effectuées, etc., on voit très vite que pour elle, très clairement, la recherche a une finalité qui est l'action, qui est la transformation des rapports de genre, et quelque part, elle se distancie d'une certaine manière de concevoir les études de genre comme un champ théorique autonome, coupé de toute réalité sociale. Donc elle l'explique dans le 7e chapitre qu'on a traduit, donc genre, santé et théorie, conceptualiser la question à l'échelle locale et globale. Elle explique que l'étude des masculinités permet notamment de remettre en cause les conceptions simplistes du genre, telles qu'elles sont généralement mobilisées donc dans les politiques, par exemple, de promotion de l'égalité, où, par exemple, on a tendance à réduire les hommes à une norme statistique, sans percevoir, par exemple, leur rôle très actif dans la production des normes de genre ou dans les rapports de genre. Notamment, elle montre comment de nombreuses études quantitatives menées à propos des hommes dans les rapports de genre, par exemple les études sur la violence conjugale ou sur la transmission du VIH, vont faire apparaître les hommes comme des figures abstraites et très rarement comme des acteurs très concrets ou incarnés. Et là, ce concept d'incarnation prend toute son importance. Donc, dans Masculinities, Connell revendique une subordination de la théorie, et notamment de la théorie du genre, à ses usages et à ses conséquences pratiques. Elle a une expérience assez forte des recherches-actions, de l'expertise auprès d'un certain nombre d'institutions internationales notamment. Et d'ailleurs, elle considère souvent que ce sont ces travaux-là qui comptent peut-être plus encore que des travaux comme Masculinities. Et bien qu'elle reconnaisse la pertinence des théories post-structuralistes du genre, par exemple celles qui sont issues de la French Theory, de Foucault, Derrida, etc., parce qu'elles sont sans doute, selon elle, les mieux à même de déconstruire l'essentialisme, elle souligne aussi la difficulté qu'ont ces théories à transformer les pratiques, notamment transformer les rapports de genre. Pour Connell, ces théories, celles de Butler par exemple, dans leur radicalité, vont se construire comme fondamentalement incompatibles avec toute entreprise normative. Or, pour Connell, à un moment donné, quand on fait de l'expertise ou quand on fait des recherches-actions, on doit en passer par éventuellement la production d'un certain nombre de normes, ou par des conseils, des choses comme ça, qui doivent passer par une entreprise qui est plus normative. Par exemple, ce qu'explique Connell, c'est que la recherche a pour rôle, par exemple, de fournir à des ONG qui travaillent sur la violence des solutions pratiques et qui sont éventuellement, par exemple, des normes de réforme des masculinités. Et ça, c'est des choses qui sont, pour elle, incompatibles avec ce que font les études post-structuralistes du genre. Donc Connell va s'intéresser à ce type d'outils, donc les recherches-actions notamment, dans la mesure où ils peuvent permettre d'espérer des résultats tangibles sur le terrain des rapports de genre. Et elle essaye d'éviter une forme de radicalité dans la théorie qu'elle met très souvent à distance. Alors qu'elle met à distance de différentes façons, mais une des manières qu'elle a, je pense, et on le perçoit assez clairement dans Masculinities, de mettre à distance, par exemple, un héritage comme l'héritage foucaldien, par exemple, c'est de très peu le citer d'abord, éventuellement s'en détacher, mais jamais d'une manière très directe, en entrant dans une controverse, mais en tout cas de chercher à ne pas systématiquement inscrire l'étude des masculinités dans une filiation qui serait celle d'auteurs comme Foucault, Derrida ou d'autres. Donc avec quelque chose qui, du point de vue théorique, est assez distancié chez Connell. Alors ce rapport de Connell à la théorie permet aussi d'aborder les craintes qu'elle exprime, et elle nous l'a notamment évoqué en entretien, contre une récupération masculiniste de son travail. Alors Connell a longtemps hésité à publier Masculinities. Elle explique notamment que l'ouvrage était prêt quasiment 10 ans avant sa publication, en 1995. Il était déjà là, qu'elle avait l'ensemble des éléments. C'est des recherches très anciennes dans le travail de Connell qui ont été publiées en 1995. Et en fait, ce qu'explique Connell, c'est que si elle a si longtemps hésité à publier Masculinities, c'est qu'elle ne voulait en aucun cas contribuer à un courant de pensée qui était à cette époque-là très vivant, et qui l'est encore aujourd'hui, mais sous d'autres formes sans doute, qui est le courant de pensée très florissant autour des hommes et d'une prétendue crise de la masculinité, qui serait causée par les effets conjugués du féminisme, de la crise sociale, donc le féminisme qui aurait tellement appuyé sur les hommes comme
les auteurs des inégalités, comme etc., et qui aurait finalement abouti à une sorte de crise de la masculinité qui aurait des effets absolument terribles, etc. Et donc, évidemment, elle avait beaucoup de craintes par rapport à son travail sur la masculinité, à ce que évidemment, ce travail puisse peut-être être récupéré d'une mauvaise manière, mal lu, mal interprété. Elle se distancie évidemment de ces groupes d'hommes qui apparaissent dans les années 70-80, avec ce discours très paradoxal, qui consiste parfois à s'afficher très proche du féminisme, se dire pro-féministe éventuellement, tout en critiquant les bases, à savoir le fait que les féministes se soient focalisés sur la condition des femmes, etc. Connell explique qu'en revendiquant une prise en compte de leurs difficultés d'hommes face aux transformations des rapports de genre ou à la crise sociale, la société post-industrielle, ces hommes, donc ceux qui font partie de ces groupes d'hommes masculinistes, vont chercher le plus souvent à masquer finalement le refus de voir leurs privilèges s'effriter, ou en tout cas être mis au second plan. Et donc le problème qu'explique Connell, c'est qu'on passe très vite, quand on s'intéresse à ces hommes, d'un intérêt théorique pour les hommes en crise à une conception des hommes comme victimes du féminisme. Et là, évidemment, c'est la limite qu'elle ne veut pas franchir et je pense qu'il y a un certain nombre de précautions qui sont prises dans Masculinities pour éviter ça, mais sans doute qu'il faut lire ces précautions-là comme à tout ce travail que Connell a fait pendant 10 ans avant de publier Masculinities, de vraiment prendre toutes les précautions possibles pour pas que l'ouvrage soit repris dans un mauvais sens. Et d'ailleurs, ce qui s'est joué à l'époque de la publication de Masculinities doit évidemment nous rendre attentifs aujourd'hui encore, quand on a ce genre d'entreprise, d'importation de ce domaine d'études, sur les conditions de sa réception, et évidemment, doit aussi nous obliger à se confronter à un certain nombre de critiques qui émanent de la pensée féministe, critiques vis-à-vis de ce courant d'études, donc études des masculinités. Première critique, c'est que l'étude des masculinités détournerait les études de genre de ses enjeux principaux, que sont donc les femmes et le féminisme. Et l'autre critique, c'est de voir en l'étude des masculinités un terreau fertile pour le masculinisme et donc pour l'antiféministe. Alors la réponse, encore une fois, que Connell apporte à ces critiques, qui est aussi la réponse que nous apportons quand on apporte ça, c'est de refuser toute autonomisation de l'étude des masculinités au sein des études de genre. Il ne s'agit pas d'un domaine à part. Et de même qu'on peut étudier l'histoire des hommes sans écrire celle des femmes, on ne peut penser les masculinités sans penser les rapports de genre dans leur ensemble, sans les mettre à l'épreuve de la réflexion féministe. Et donc on doit toujours se situer au sein de ce cadre. Et donc si on ne suit pas cette règle de conduite assez simple, le risque est finalement assez grand de se focaliser sur des singularités empiriques, par exemple celles qui laissent penser qu'il y a bien une crise de la masculinité, par exemple celle d'hommes, ce qu'on a pu appeler dans le contexte francophone les hommes sur le fil, par exemple, les masculinités précarisées, sans prendre en compte la réalité des rapports de domination et les privilèges dont les hommes bénéficient toujours de manière structurelle dans la société. Donc on se focalise comme ça sur une petite réalité en disant voilà, il y a une crise de la masculinité qu'on voit à travers un certain nombre de figures masculines, mais on oublie d'autres éléments qui sont des éléments plus structurels et qui continuent de donner l'avantage aux hommes. Donc en somme, et pour conclure cette présentation un peu générale de la traduction, on peut dire que le travail de Connell consiste à penser les masculinités sans les essentialiser, même à fournir un certain nombre d'outils pour se prémunir de cette forme d'essentialisation. Les groupes d'hommes masculinistes des années 70, de certains qui existent encore aujourd'hui, cherchaient à retrouver ce qu'ils appelaient une masculinité naturelle, ou la vraie masculinité, qui aurait été perdue au cours d'un processus de civilisation, qui aurait été processus de civilisation d'ailleurs enclenché par les femmes et par le féminisme, qui aurait fait perdre toute prérogative aux hommes. Et donc, à l'opposé de ce constat, évidemment, Connell propose une conception pragmatique des rapports de genre, en lieu et place du postulat d'une différence entre femmes et hommes toujours exagérée. Donc, elle propose de penser les rapports de genre comme une configuration relationnelle et dynamique. C'est vraiment au sein de ce cadre-là qu'elle cherche à les penser. Enfin, dernier élément d'introduction très générale, dans des chapitres que nous n'avons pas traduits, on aurait aimé les traduire, mais bon, pour des raisons d'édition, c'est parfois un peu compliqué, c'était compliqué de traduire l'ensemble de l'ouvrage. Donc dans des chapitres de Masculinities qu'on n'a pas traduits, Connell trace un certain nombre de perspectives politiques pour sortir de l'hégémonie. Et c'est des choses que voilà, on n'a pas abordées directement dans cette traduction, mais je pense qu'on doit l'aborder quand on présente l'ouvrage. Elle met en avant
deux perspectives politiques principales. D'une part, première perspective, c'est l'idée d'une stratégie de dégenrement, et d'autre part, l'idée de politique du genre notamment, qui serait basée sur des alliances au-delà justement de ces seules politiques du genre. Donc l'idée de dégenrement d'abord. L'idée d'une stratégie de dégenrement, qui est peut-être une traduction un peu difficile, mais consiste principalement à ne plus simplement penser les hommes pour les hommes, une forme de désincorporation, au sens où on devrait attendre des hommes qu'ils abandonnent un certain ethos viriliste ou sexiste, mais plutôt une forme de réincorporation, c'est-à-dire faire en sorte ou arriver à inventer de nouvelles manières d'utiliser, de sentir, de montrer les corps masculins. C'est comme ça que Connell l'écrit. Pour Connell, cette possibilité stratégique dérive du constat d'une domination masculine qui est basée sur la différence des sexes, différence non pas au sens logique, mais au sens d'une suprématie intime qui est en même temps une suprématie culturelle. Donc l'idée d'une stratégie de dégenrement, ça va être par exemple, pour reprendre une citation de Connell, qui à la fois très simple et en même temps ça donne une idée assez claire, que les bodybuilders peuvent travailler dans les jardins d'enfants, les lesbiennes porter des vestes en cuir et les petits garçons apprendre à cuisiner. Ça paraît très, évidemment pas très nouveau et très basique comme idée, mais d'en faire une stratégie politique à grande échelle l'est un peu plus. Elle est toujours finalement, quand on lit un petit peu l'actualité la plus récente, et même l'actualité française par exemple, quand on voit par exemple l'échec des ABC de l'égalité, le fait que ce genre de dispositif qui s'inscrit finalement dans ce genre de stratégie-là n'arrive pas à s'imposer et qu'on revienne dessus alors que c'est quand même pas des choses qui paraissent révolutionnaires, on peut se questionner sur l'idée que ces stratégies-là, même des stratégies très simples comme ça et qui paraissent finalement de bon sens, n'arrivent pas à s'imposer. Donc montre finalement la nécessité de toujours avoir cette idée-là en tête, évidemment. Deuxième stratégie, c'est la stratégie d'alliance. Le fait notamment de développer un certain nombre d'alliances en dehors des seuls mouvements sociaux féministes ou liés au genre. Et notamment de développer un certain nombre d'alliances politiques avec des mouvements sociaux qui sont par exemple les mouvements postcoloniaux, les mouvements environnementalistes. Pourquoi ces deux mouvements? Parce que, Connell l'explique, mais ça a été documenté très bien par ailleurs, ce sont des mouvements qui, en leur sein, même si ce n'était pas leur objet premier, ont toujours intégré une dimension de réflexion sur le genre et sur les inégalités de genre. Et donc évidemment, c'est avec ces mouvements-là d'abord, selon Connell, qu'il faut penser des stratégies d'alliance, avant de penser des alliances peut-être plus larges, des alliances politiques. Ce qu'elle explique, c'est qu'un certain nombre d'intérêts et de finalités politiques sont communs à tous ces mouvements, mouvements féministes, mouvements environnementalistes, mouvements postcoloniaux, notamment l'idée de mettre fin à certaines formes d'hégémonie oppressive, l'idée d'une démocratisation de la parole légitime, ou celle, par exemple, d'une démocratie horizontale. Donc des éléments qui finalement seraient communs à tous ces mouvements et qu'il faudrait essayer de faire converger politiquement. Alors on pourrait évidemment prôner la méfiance, opposer à cette stratégie son impureté, chose que Connell anticipe, dire qu'au fond on ne peut pas composer avec des mouvements qui au départ ne se seraient pas basés sur cet enjeu premier qui est la réduction des inégalités de genre. Or pour Connell, et ça s'inscrit toujours dans la même idée d'une manière de penser le genre très pragmatique, ce serait commettre une erreur et avoir une vision finalement trop idéologique de la politique. Donc Connell, elle invite à un certain pragmatisme qu'elle oppose à l'idée de pureté révolutionnaire qui mène, selon elle, toujours à des chasses aux sorcières. Et elle prend toujours pour exemple les mouvements féministes anti-pornographie aux États-Unis, qui pour elle sont le modèle à éviter quand on veut penser des stratégies politiques de longue durée. Elle écrit, Connell, je pense une phrase qui résume assez bien la manière dont elle pense sa stratégie politique. L'enjeu stratégique est de générer des pressions qui se cumuleront en induisant la transformation de la structure tout entière. La mutation structurelle, donc le changement social, est la fin du processus et pas son commencement. Donc elle s'oppose en ça à un certain nombre de manières de penser le changement, notamment les idéologies de la libération sexuelle, libération ouvrière, etc., pour s'inscrire bien plutôt dans une forme de politique du genre qui serait une politique qui en passe par l'expérimentation, par les transformations dans les rapports de genre. Ces transformations qui doivent se faire dans un certain nombre de domaines de la vie courante, dans un certain nombre de domaines politiques également. Et l'un des domaines
auquel Connell pense fréquemment quand elle pense à ces transformations qu'il faut essayer d'amener petit à petit, c'est le domaine de la santé. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix dans la traduction de cibler cette thématique en particulier. C'est aussi parce que c'est une thématique qu'on connaît bien par ailleurs par nos thèses. Mais la santé, c'est un exemple de terrain sur lequel Connell pense une possible transformation des rapports de genre. Donc avant d'entrer en détail sur ce qu'a écrit Connell dans le domaine de la santé, juste rappeler, on l'a dit tout à l'heure, quand on parle de masculinité ici, il s'agit d'une réflexion pleinement insérée dans un programme de déconstruction des inégalités. Donc celui, pour le dire vite, des études de genre. Alors comment est-ce que cette réflexion s'applique au domaine de la santé ? Alors, appliqué à la santé, ce type de réflexion permet de développer considérablement les acquis croisés de l'épidémiologie, des sciences sociales et des études de genre. Donc il s'agit ici de penser les comportements masculins, le rapport entre guillemets masculin à la santé et plus généralement les différentes formes d'interaction impliquant les hommes et le masculin dans le domaine de la santé. On dépasse ainsi une approche épidémiologique un peu trop simpliste lorsqu'elle se base sur le seul sexe ratio, donc la différence entre les sexes, dans la prévalence à telle ou telle pathologie, en expliquant par exemple le lien entre l'appartenance au sexe masculin et certains cancers. Donc ce faisant, on dépasse également une approche trop simpliste du genre en sociologie de la santé, lorsque la sociologie de la santé se focalise sur le seul groupe des femmes, en omettant de contextualiser ou d'investiguer la place du masculin dans les objets étudiés. Donc, par exemple, la place d'une posture masculine située dans la transmission homosexuelle ou hétérosexuelle du VIH. Donc d'abord, il est intéressant de constater que l'institutionnalisation des études de genre dans les années 70-80 correspond à un moment de prise de conscience dans diverses sciences scientifiques, et notamment en santé publique, de l'importance d'une réflexion approfondie sur les inégalités de genre. C'est autour de l'épidémie du VIH-Sida que s'est structurée l'interface entre les études de genre et la santé publique. Les sciences sociales de la santé, dès lors, ne pouvaient plus ignorer l'importance du genre comme dimension sociale de la maladie. Autre fait majeur qui découle aussi de l'épidémie du VIH-Sida, c'est la prise de conscience d'une nécessaire globalisation ou internationalisation de la réflexion. Donc on ne peut plus penser les enjeux de santé publique sans prendre en compte le genre, ni la diversité des contextes locaux de l'épidémie. Donc au sein de ce nouveau vivier de réflexion sur les enjeux genrés de la santé, qu'il s'agisse d'ailleurs de santé publique ou individuelle, certaines études se sont penchées sur la situation spécifique des hommes, catégorie alors largement essentialisée, puis sur la question des masculinités, comme une manière de sortir de l'essentialisation et de construire un objet plus réflexif. Donc, le passage d'une réflexion sur les hommes à une réflexion sur les masculinités traduit d'ailleurs l'affinement des recherches et la sortie progressive de ce paradigme épidémiologique réducteur et qui ne s'intéressait qu'au sexe ratio comme explication causale de certains événements de santé. Donc c'est notamment via la sociologie de la santé que s'est opérée l'extension des études de genre aux men studies dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'étude critique des hommes et des masculinités telle qu'on la conçoit généralement aujourd'hui. Donc à partir des travaux réalisés sur une épidémie comme celle du VIH-Sida, on s'est rendu compte des limites d'une approche des rapports de genre centrée sur la seule domination des hommes sur les femmes. Cette approche tendait à invisibiliser les hommes en ne questionnant pas les aspects les plus concrets, matériels de leur domination. Donc c'est à partir de cette épidémie notamment qu'est apparue la nécessité de travailler sur le rapport entre masculinité et comportement de santé, et ce, au-delà d'un schéma des rapports hommes-femmes. Donc la question des rapports entre hommes s'est évidemment posée à partir de la question sexuelle, celle du risque sexuel notamment, et de la socialisation gay. Elle s'est également posée au travers de différents aspects de la masculinité hétérosexuelle, dans le cas de certaines pathologies masculines ou de pratiques pour lesquelles des attitudes genrées paraissaient déterminantes comme l'usage de drogue, l'alcoolisme, etc.
Donc la nécessité d'opérer des typologies de comportements masculins apparaissait alors au grand jour, dans un contexte d'urgence sanitaire évident. Et les Men Studies ont donc considérablement enrichi l'analyse des déterminants sociaux de la santé en complétant l'arsenal critique des études de genre et du féminisme. Donc, outre la plus grande prise en compte des rapports de pouvoir internes au groupe social masculin, donc les hommes entre eux, ces recherches ont produit une analyse incarnée de la domination des hommes sur les femmes, la rendant ainsi plus tangible. Ce domaine de recherche singulier au sein des études de genre a donc fortement transformé l'appréhension des rapports de genre et ouvert de nouvelles perspectives critiques pour les sciences sociales en santé. Donc, Connell, dont les premiers travaux portaient plutôt sur une sociologie de la classe ouvrière et de l'éducation, on l'a dit tout à l'heure, a orienté ses travaux dès les années 80, c'est-à-dire au début de l'épidémie du VIH-Sida, vers une sociologie des masculinités dans le domaine de la santé. Elle y a consacré un nombre relativement important d'articles et d'ouvrages. Donc, il serait illusoire ici de chercher à les résumer ici. Mais pour cet ouvrage, donc Masculinité, enjeux sociaux de l'hégémonie, on a fait le choix de consacrer une partie de l'ouvrage, donc la dernière partie, aux articles de Connell portant sur la santé, en les contextualisant avec l'entretien dont Arthur nous parlait tout à l'heure. Donc une partie de cet entretien était consacrée à la manière dont Connell avait appréhendé le VIH, et notamment sur la centralité dans son travail sur les masculinités et la santé du concept d'incorporation, ou embodiment en anglais. Il peut être utile de se référer directement ici à la manière dont Connell évoque dans cet entretien son intérêt pour la santé. Donc elle disait « Lorsque j'ai commencé à formaliser mes idées sur les masculinités dans les années 80, et bien avant dans ma vie personnelle, car j'ai eu maille à partir avec ces questions toute ma vie, une des premières choses que j'ai écrites était un petit essai intitulé « Le corps des hommes », Men's Bodies, qu'elle publie en 83. C'était avant d'avoir fait des enquêtes de terrain sur le sujet. C'était une réflexion sur les corps des hommes, le pouvoir, le sport et leur lien avec les politiques du genre. Donc la question de l'incorporation a toujours été importante dans ma réflexion sur les masculinités. De là à réfléchir à la santé des corps, il n'y avait qu'un pas. Dans beaucoup de travaux de sciences sociales, et pas seulement dans les travaux sur les masculinités, il y a une tendance à désincarner le sujet, notamment le sujet sexuel. Et réfléchir aux histoires de vie comme je le fais oblige à réfléchir au corps en prenant en compte son développement. Si vous vous intéressez aux adolescents, vous vous intéressez à des personnes dont les corps sont en train de se développer d'une certaine manière et à une certaine vitesse. Quand vous interagissez avec des adolescents, les questions de sexualité, de genre et de présence physique sont très importantes pour eux. Les enjeux d'incorporation se repèrent facilement, ils sont très présents dans ce type de recherche, mais une telle perspective n'est pas si courante dans les travaux sur la santé. Je soutiens que la théorie naturaliste du genre, qui a donné lieu à des modèles essentialistes autour des dichotomies de genre, ainsi que le modèle conventionnel scientifique des rôles de sexe associés à une division biologique des sexes, sont fondamentalement inadéquats pour comprendre le genre. Une des raisons pour cela est qu'ils ignorent un fait fondamental. Non seulement les rapports sociaux et les pratiques de genre ne reflètent pas les processus biologiques, ils les contredisent activement. Souvent, on étudie des situations où c'est la pratique sociale qui nuit au corps. Par exemple, les accidents de travail, les blessures de sport, les infections sexuellement transmissibles, le tabagisme. Ce sont des pratiques qui font partie de configurations de genre, des occupations genrées, des sexualités genrées, qui attaquent le corps. Vous me demandiez pourquoi la santé est un bon observatoire pour comprendre le genre et les masculinités, et je pense qu'ici vous avez une réponse. Les problèmes de santé révèlent souvent des relations contradictoires entre processus sociaux et biologiques. Avec le temps, le corps croît, se développe et rencontre des problèmes. C'est un lien intime, mais pas un lien simple, comme dans les notions de sens commun autour du genre, selon lesquelles le social exprimerait le biologique. Donc, on voit bien ici, comme l'explique Connell, que la santé est un observatoire privilégié lorsqu'on cherche à étudier la relation entre processus biologiques et processus sociaux d'incorporation. Elle met en lumière les limites des explications biologiques, là où elles semblent a priori les plus légitimes, c'est-à-dire dans le domaine du corps et de la maladie.
au sens où, en matière de santé, les descriptions essentialisantes semblent largement partagées et validées, notamment la distinction entre pathologies dites masculines et féminines. C'est essentiellement par le biais de son travail sur le sida que Connell va pointer les limites des modèles essentialisants ou simplifiants, comme l'approche épidémiologique par le sexe ratio. Elle montre par exemple dans son article qu'elle coécrit avec Susan Kepax, donc, qui est le dernier chapitre que l'on a traduit dans l'ouvrage, et qui s'intitule « La sexualité dans la crise du VIH-Sida ». Elle montre là comment l'investigation fine des sexualités gays permet d'implémenter des politiques de prévention, là où une approche strictement biomédicale peine à apporter des réponses concrètes aux communautés concernées. Donc, dans ce chapitre, on y reviendra tout à l'heure, Susan Kepax et Raewyn Connell font une étude quantitative des pratiques à risque des homosexuels en Australie en 1981. Donc elle montre notamment comment les typologies de pratiques sexuelles qui avaient cours jusque-là, donc qu'elles appellent pratiques insertives, réceptives ou par distinction de zones du corps, donc buccale, vaginale, anale, etc., rendaient invisibles des manières de vivre la sexualité plus complexes, plus intimes, et dont la prévention devait absolument se saisir. Donc autrement dit, dans le cadre du travail de Connell sur l'épidémie de sida, les sciences sociales ont servi à rendre compte de représentations de la sexualité propres aux acteurs, quand les approches épidémiologiques plus classiques plaquaient des typologies inutilisables sur des comportements finalement mal connus. Donc l'approche du VIH-Sida par le genre et les masculinités permet d'aller plus loin dans l'analyse et de rappeler l'évolution en 2 temps de l'épidémie. Dans un premier temps, donc dans les années 80, l'épidémie était travaillée par des dynamiques de genre particulièrement visibles dans les pratiques des homosexuels des pays occidentaux. S'inspirant des travaux sur la culture gay aux États-Unis, Connell propose l'analyse suivante. Elle écrit « Après le mouvement de libération homosexuelle des années 60-70, qui avait provoqué une réponse puissante et organisée à la stigmatisation des hommes homosexuels, les communautés homosexuelles urbaines s'étaient agrandies et avaient d'une certaine manière entamé un virage vers l'hégémonie masculine telle qu'elle existait dans le monde hétérosexuel. Ceci s'était traduit par un retour de la vogue butch sur le plan vestimentaire comme sur le plan personnel, et de techniques sexuelles incluant les rapports anaux hard et non protégés qui ont involontairement généré des voies de transmission pour le virus. Dans un second temps, à partir des années 90, les processus genrés à l'œuvre de l'épidémie se complexifient. Donc on se rappelle que les populations affectées et les modes de transmission commencent à évoluer, et à ce moment-là, le sida devient un problème mondial. En Afrique centrale et en Afrique du Sud, les zones les plus sévèrement touchées par l'épidémie, le virus se transmet principalement par des pratiques hétérosexuelles et le taux d'infection des femmes devient supérieur à celui des hommes. Parmi les facteurs sociaux, on compte la pauvreté, l'urbanisation rapide, mais aussi l'existence d'ordres de genre qui favorisent les hommes et subordonnent les femmes, et particulièrement les plus jeunes. D'autres travaux montrent que les dynamiques de genre ne concernent pas que la vulnérabilité ou l'autonomisation des femmes, mais impliquent aussi de manière centrale les masculinités et le rôle actif des hommes dans la transmission. Mais les masculinités, donc au sens de configuration de pratiques existant dans des ordres de genre historiquement dynamiques, peuvent changer, comme le disait Arthur tout à l'heure. Ceci ressort clairement des travaux sur le pouvoir genré et la violence liée à l'épidémie de sida en Afrique de l'Est. Il montre que les comportements masculins qui exposent les femmes au risque d'infection ne s'expliquent pas seulement par la masculinité traditionnelle. Ces comportements apparaissent aussi à cause de l'effondrement partiel du genre antérieur sous la pression du colonialisme, de la pauvreté postcoloniale et des changements économiques. Ces comportements constituent en partie des tentatives pour des hommes placés dans des conditions de précarité nouvelles de réaffirmer leur pouvoir et de revendiquer leur statut sur de nouvelles bases. Donc cet exemple qu'elle analyse donc, dans la page 253 de l'ouvrage donne une première idée de la diversité des usages possibles de l'approche du genre pour les questions de santé. Il montre bien comment les études du genre sont à même de prendre en compte à la fois le macrostructurel,
donc l'ordre du genre et ses évolutions dans le temps, le méso, les rapports institutionnels et interpersonnels, et le micro, à travers les pratiques individuelles de santé situées. Alors, je voudrais dire 2 mots sur l'exemple des violences faites aux femmes, parce que Rewin Connell a aussi travaillé les questions de santé et de rapports sociaux de genre dans le cadre d'une réflexion plus large sur la mondialisation. Le dernier chapitre, donc Genre, santé et théorie, est la traduction d'un article scientifique paru dans la revue Social Science and Medicine en 2012, donc il est assez récent, et elle y aborde entre autres le cas des violences faites aux femmes à Ciudad Juárez en faisant appel à la théorie relationnelle du genre et à la notion d'incarnation sociale. Donc on a vu en quoi le genre peut être qualifié de relationnel. Voyons maintenant ce qu'on entend par incarnation sociale avant de faire le lien avec ces violences du nord du Mexique. La notion d'incarnation sociale est traduite de l'anglais « social embodiment » et elle fait référence à la place centrale du corps dans les rapports sociaux. Ici, le corps et les rapports sociaux ne sont pas distincts, mais plutôt sont imbriqués, agissant l'un sur l'autre et se déterminant l'un l'autre. Donc ainsi, pour Connell, toute approche théorique sérieuse du genre implique le corps. Le genre est une structure spécifique, produite par les relations sociales existant autour des différences reproductrices entre les corps. Les pratiques de genre sont des processus réflexifs d'incarnation sociale. Les analyses en termes de genre éclairent les différentes manières dont une société prend en charge la sexualité, la reproduction, l'éducation des enfants, la maternité, la paternité, ainsi que tout ce qui est socialement lié à ces processus. L'enjeu conceptuel, qui rend l'incarnation genrée si difficile à théoriser, consiste à donner tout leur poids tant aux processus sociaux qui produisent les corps qu'aux manières dont les corps eux-mêmes interviennent dans les processus sociaux. Donc en termes plus techniques, il s'agit pour les études de genre d'appréhender dans un même mouvement les dynamiques sociales et la capacité d'agir des corps. Donc on voit bien à travers ce passage comment cette perspective amène à conclure qu'il faut étudier l'état de santé comme un objet co-construit et situé dans des rapports sociaux, et non pas simplement comme une variable à expliquer par des différences de sexe ou de genre, donc comme les études de sexe ratio. Connell est loin d'être la première à parler d'incarnation sociale, mais elle plaide de manière convaincante pour une science plus rigoureuse qui prenne au sérieux cette imbrication des rapports sociaux de genre et du corps dans les travaux sur la santé. C'est dans cette perspective que les études du genre ont toute leur légitimité pour décrire ce qui se passe lorsqu'un processus social fait le lien entre une pratique de santé et un processus biologique de reproduction humaine, comme la sexualité, la grossesse ou l'éducation des jeunes enfants. Donc on l'a dit, de nombreux travaux ont été menés dans cette perspective, mais ils sont en très grande partie fondés sur des analyses élaborées dans, par et à propos de sociétés des pays du Nord. Et ils sont le plus souvent menés par des chercheurs occidentaux, sur des terrains occidentaux, et quasiment tous ces travaux mobilisent des concepts développés au Nord. Et petite parenthèse, c'est ici que se situe le point de départ de la critique de Rewin Connell lorsqu'elle approfondit dans ses travaux plus récents, notamment dans son ouvrage Southern Theory. Donc aujourd'hui, les questions de santé se posent à l'échelle mondiale, et les mobilisations face à l'épidémie du VIH ou d'Ebola le montrent bien. La mondialisation est un terme issu du journalisme économique qui fait allusion à la condensation de l'espace et du temps et un rapprochement entre les cultures et l'extension des marchés mondiaux pour aller vite. Pour Connell, le monde qu'il décrit est en substance une version agrandie de Francfort, Londres, Dallas ou éventuellement Shinjuku. Et lorsqu'elle est traitée par les sciences sociales, la mondialisation n'est vue qu'au travers des théories de la modernité qui ont été conçues au Nord ou à la société de la métropole mondialisée. Le terme pose donc des problèmes de fond qui ont déjà fait l'objet de nombreux travaux de chercheurs du Sud et comme le montre notamment Sujata Patel dans son manuel de traditions sociologiques diverses. Et ces travaux s'accordent sur une idée principale, et elle est que si l'on fait bien attention, le monde n'est ni homogène ni en voie d'homogénéisation. Ils font appel aux notions de colonialité du pouvoir pour rappeler que la plus grande partie du monde fonctionne dans un contexte post-colonial et aux notions de rapport centre-périphérie
pour analyser les rapports inégaux entre les pays et les enjeux en termes de ressources et de développement. Il faut voir que les rapports de genre n'échappent pas à ce contexte et que ce sont donc aussi à ces notions qu'il faut faire appel lorsqu'on étudie le genre. Il faut par exemple prendre au sérieux combien les processus économiques et sociaux qui ont structuré le monde sont aussi des processus genrés. L'entreprise coloniale s'est appuyée sur une main-d'œuvre essentiellement masculine et a généralisé une exploitation sexuelle des femmes colonisées. Les ordres des genres des mondes colonisés ont évolué, mais produisent toujours des divisions genrées du travail, et on les retrouve dans les économies néolibérales aujourd'hui. Et pour aller plus loin sur ces points, je vous invite à consulter les références de ce chapitre qui sont vraiment intéressantes. Mais pour l'instant, on peut dire que l'économie politique contemporaine est reproductive, dans le sens où elle implique le travail des femmes au sens large, souvent informel, payé ou non, et de toute façon risqué pour la santé. Les femmes sont responsables de la reproduction de cette économie. Ce sont elles qui portent en grande partie la charge de fournir de nouveaux hommes et de nouvelles femmes pour faire tourner cette économie. On peut prolonger la réflexion au travail industriel et étudier combien il est genré, comme le font les travaux sur la masculinisation des industries de l'acier et la féminisation de la confection, par exemple. Et c'est dans ces travaux que l'on retrouve l'exemple des violences faites aux femmes, annoncé tout à l'heure. L'industrie de la confection au nord du Mexique a posé les bases de cette épidémie de violence autour de Ciudad Juárez. Les maquilladoras, qui sont de nombreuses dans cette région, ce sont des usines de confection orientées vers l'export, qui pratiquent des salaires très bas et qui emploient quasi exclusivement des femmes. La demande pour cette main-d'œuvre a perturbé les ordres de genre locaux, suscitant au passage de la colère et créant de nouvelles vulnérabilités pour les femmes. Les militantes de la région avec qui Connell a travaillé parlent de féminicide, tant les violences sont nombreuses et tant elles sont imbriquées dans une culture locale de violence masculine. Elle rappelle par cet exemple que les rapports de pouvoir et les rapports économiques de genre sont à comprendre dans un contexte post-colonial et qu'elles évoluent, subissent des interruptions et des reconstructions. Dans les sociétés post-coloniales, l'ordre de genre est souvent un mélange de deux types de patriarcat, celui de la société indigène et celui de la société colonisatrice. Et les configurations de genre et leur histoire jouent donc différemment d'un territoire à l'autre, et on voit bien ici qu'on ne peut pas comprendre ni voir ces processus si on fait appel aux théories de la mondialisation en y imposant les scripts de genre de la métropole mondialisée. Donc on l'aura compris, Connell plaide pour un changement dans les théories du genre pour inclure les paradigmes qui émergent des pays du Sud. Des travaux des pays du Sud plus précisément. Elle précise que ce changement doit laisser une place importante aux études mobilisant la notion d'incarnation sociale pour vraiment comprendre le genre dans le monde postcolonial. Les empires coloniaux ont massivement déplacé des corps humains. On pense notamment aux armées coloniales, aux esclaves. Et les empires ont aussi vu naître de nouvelles façons de contrôler ces corps à travers des processus d'exclusion raciale, par exemple. Et la forme moderne du concept de race se développe au XIXe siècle et fournit, je cite, un système de classification des corps et des régulations de leurs interactions. Donc, dans ce système, les rapports de genre, donc la parenté, les échanges matrimoniaux et le contrôle de la reproduction ont une place centrale. En s'intéressant à l'incarnation sociale d'un point de vue mondial, on voit apparaître de nouvelles dimensions dans l'étude de certains objets connus en sciences sociales en santé. Par exemple, le commerce de matériaux organiques humains, comme le sang, les organes ou des lignées de cellules, est bien situé dans le cadre global d'un mouvement unidirectionnel allant de la collecte en périphérie à la vente en métropole. La collecte et la vente de tissus reproductifs ou la gestion pour autrui mettent ainsi le corps des femmes au centre de ces échanges. Et une dernière remarque sur ce point concernant l'exemple du tourisme chirurgical. Les corps des femmes occupent aussi une place majeure dans l'émergence d'un tourisme chirurgical qui a fait de certains pays en développement, comme par exemple la Thaïlande, des points nodaux pour la chirurgie esthétique privée. Le but est alors de transformer les corps pour les faire adhérer aux normes de la désirabilité hétérosexuelle,
Une stratégie qui trouve sa logique dans le fait que la plupart des femmes sont socialement et économiquement dépendantes des hommes. Alors, revenons maintenant plus directement aux questions de santé, dans le prolongement de cette réflexion sur le genre à l'échelle mondiale. Voici ce qu'écrit Connell, page 265, au sujet des défis que posent ces études dans la pratique. Par certains aspects, le genre et la santé peuvent être pensés de façon très similaire dans la société mondiale et à l'échelle locale. Mais pour d'autres, ces deux notions n'ont rien à voir. Les questions théoriques se recoupent, de nombreux problèmes épistémologiques surgissent, les épreuves empiriques deviennent bien plus complexes et les modèles de procédure à suivre sont nettement moins balisés. Le rapport de l'OMS Combler le fossé en une génération illustre bien ce problème et c'est un bon exemple. Le chapitre du rapport intitulé « Équité entre les sexes » commence de façon encourageante en mettant en avant les rapports de genre, mais il ne prend en compte qu'une dimension du genre, le pouvoir exercé par les hommes sur les femmes, et ne l'examine pas dans un contexte transnational. Le rapport retombe de façon décevante sur un modèle catégoriel du genre, des statistiques de différence catégorielle, la réduction du genre aux femmes, et une conception abstraite des droits humains. Les articles et les ouvrages dont on a parlé et qu'elle mentionne dans ce chapitre posent les jalons pour mieux traiter ces questions. Une fois la pensée catégorielle dépassée, les ordres de genre apparaissent toujours comme dynamiques et indissociables des dynamiques de la société mondiale. On peut donc s'attendre à trouver des structures de genre asymétriques à l'échelle mondiale. Il peut s'agir d'asymétries flagrantes, comme celles qui existent dans un ordre de genre stable dans la métropole et un ordre de genre fracturé ou divisé à la périphérie. De nombreux travaux ont mis en évidence le pouvoir de désintégration du colonialisme et de l'économie mondialisée. L'impact de ces dynamiques sur les soins infantiles, l'alcoolisme, le logement et la violence figurent parmi les explications plausibles de la mortalité qui ravage les populations indigènes. En Australie, par exemple, les taux de mortalité infantile et juvénile sont 3 fois plus élevés parmi les aborigènes que le reste de la population. Et Connell conclut en disant que l'approche qu'elle défend pour analyser le genre peut sembler complexe comparée aux dichotomies habituelles des études sur la différence entre les sexes. Mais il faut dépasser cette pensée catégorielle si on veut affronter les processus de genre contemporains qui affectent la santé, les terrains sociaux complexes dans lesquels ils émergent et l'urgence de ces problèmes à l'échelle mondiale. Les modèles d'incarnation genrée, donc y compris ceux de la maladie et du bien-être, se transforment au fil de l'histoire. Il faut y voir dans le même temps une source d'espoir et une menace, car tout changement historique n'est pas synonyme de progrès. Il suffit pour s'en convaincre de penser à la catastrophe sanitaire que représente l'épidémie de VIH en Afrique centrale et en Afrique du Sud, à l'effondrement de l'espérance de vie, surtout chez les hommes, dans la Russie des années 90, ou à la situation sanitaire désastreuse de la bande de Gaza. L'issue de ce débat est cruciale, car pour que nos pratiques puissent constituer une réponse adaptée aux problèmes, nous devons commencer par nous assurer que nos concepts eux-mêmes le sont. J'espère que cette approche théorique, aussi provisoire soit-elle, pourra aider à clarifier la recherche tout autant que la pratique. Donc elle termine son article ainsi. Et pour conclure, on peut rappeler qu'on a vu aujourd'hui combien cette entrée du genre relationnel dans un contexte mondial peut être riche pour explorer les questions de santé. Ce que propose Connell avec cette notion de masculinité, c'est aussi un programme de recherche et une façon d'aborder un terrain d'enquête de façon très concrète. On voit bien ici, et dans les chapitres de la deuxième partie, donc Vivre vite et mourir jeune et Un gay très hétéro, ces deux chapitres montrent bien combien il peut être heuristique de mobiliser les masculinités dans une enquête par entretien ou par questionnaire, comme dans l'article sur les pratiques sexuelles à risque à la fin de l'ouvrage. Donc cette notion de masculinité, elle permet aussi d'aller plus loin. Elle propose une porte de sortie, plus complexe peut-être, mais plus ancrée dans la vie sociale,
aux explications parfois rapides en termes de différences biologiques ou pathologiques par sexe-ratio. Elle permet de réellement renouveler le regard sur la construction et les effets de rapports sociaux de genre à l'œuvre dans l'institution médicale au sens large. En prenant au sérieux la co-construction de ces masculinités, on voit comment elles peuvent aussi évoluer dans le temps. Dans le domaine de la santé, elles peuvent servir à penser les effets des événements de santé sur les pratiques qui font et qui valident le genre masculin, en montrant par exemple comment une masculinité peut modifier les pratiques de genre ou les pratiques genrées de soins de soi. Alors bien entendu, de très nombreux travaux mobilisent les masculinités en sciences sociales de la santé. On a cité plusieurs exemples, mais d'autres aussi valent le détour et les références sont nombreuses dans l'ouvrage.